Ce programme est une rediffusion. Les grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité. Présentation Paul Miki Wamba. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs du programme de Waga FM, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous joindre à l'écoute de cette émission Les Grandes Questions. Et comme vous le savez, nous sommes ensemble tous les samedis à partir de 9h sur nos antennes. Waga FM s'écoute à Ouagadougou sur la 105.2, dans la ville de Bobo-Dioulasso la 101.1. On n'oublie pas nos radios partenaires à travers les provinces du Burkina, ainsi que le 439 du Bouquet Canal+. Dans le cadre de cette émission Les Grandes Questions, il serait essentiellement question de l'augmentation du prix du carburant de 75 francs sur le litre. C'est une décision du Conseil des ministres en date du 8 novembre 2018 avec notre invité que vous allez dans un instant découvrir. Il sera également question d'autres grands sujets de l'actualité, notamment la vie chère au Burkina. Et notre invité s'appelle Bassolma Bazié. Il est le secrétaire général de la CGTB. Monsieur Bazié, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Les Grandes Questions. Merci d'être avec nous et surtout merci de vous prêter à nos questions une fois de plus. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet contre justement l'augmentation du prix du carburant. Alors, dites-nous déjà comment est-ce que cette grève a été programmée. Merci bien. En entame de jeu, je tiens à saluer au nom de l'ensemble des militants de la CGTB et l'ensemble des auditeurs de la radio. Et féliciter également toute l'équipe de la radio pour le travail que vous abattez au quotidien en vue d'informer, de sensibiliser, d'éduquer les populations. Et la journée de protestation de 24 heures prévue le 29 novembre, qui doit être marquée également par une grève de 24 heures. Quand nous arrivons à de telles décisions, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et en tant qu'organisation de défense des droits humains, l'ensemble des organisations réunies au sein de la coalition nationale contre la vie chère, c'est à l'issue d'un certain type d'analyse et d'un certain type de constat que nous avons décidé de prendre nos responsabilités, d'autant que nous savons très bien que les populations sont dans des conditions assez difficiles et procéder à une augmentation de façon très violente du coût du carburant en ne consultant personne et en ne tenant pas compte de la réalité, non seulement des difficultés que rencontrent les populations, mais aussi en ne disant pas la vérité. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui nous amènent à décider de cette journée de protestation de 29. Est-ce que vous confirmez, M. Bazié, que vous n'avez pas été associé à cette décision d'augmentation du prix du carburant au Burkina en tant que leader syndical? Quand nous parlons, nous sommes très précis dans nos propos. Nous n'avons jamais été associés, consultés de quelque manière que ce soit par rapport à cette augmentation du prix du carburant. Donc vous avez été surpris? Nous avons été surpris, bien sûr, d'autant que non seulement ça ne se justifie pas en fait. En plus de la surprise, il y a le fait que ça ne se justifie pas. Il y a le fait que le manque de justification ou l'ensemble des éléments qui ont été évoqués pour nous sont emballés d'une enveloppe de mensonges qui, de notre point de vue, c'est un manque de respect à l'endroit même du peuple burkinabé. Quand on est dirigeant, on doit, au nom de l'engagement qu'on a pris de servir la nation, fonctionner sur la base de la vérité. Pour ces raisons, vous appelez les travailleurs du Burkina Faso à une grève générale, une grève d'avertissement, comme vous l'avez dit, de 24 heures le 29 novembre. Alors, dites-nous comment est-ce que cette grève a été décidée au niveau des structures syndicales? La grève a été décidée par concertation à l'issue de la rencontre de la coordination nationale de la CCVC. Il y a beaucoup de structures qui sont membres de cette coordination et nous avons analysé les points saillants qui font que non seulement les populations mais les travailleurs vivent dans des conditions assez pénibles de nos jours. Le premier élément, c'est la question de l'augmentation du prix des hydrocarbures que nous avons constaté, d'autant que nous avons approché le gouvernement à son temps depuis 2006 avec un écrit bien clair lui indiquant qu'on pouvait procéder à la diminution du prix des hydrocarbures de deux façons différentes. Si on cumule les deux manières, ça allait être une diminution assez consistante, mais si on prenait une des manières, de toute façon, on allait aboutir à une diminution qui puisse permettre aux populations de tenir. La première manière, c'est ce que nous avons constaté
à travers l'augmentation du prix des hydrocarbures, décision prise le 8 novembre 2018, en se basant sur le côté conjoncturel. Nous avons dit que le prix du baril du pétrole au niveau international peut flamber, mais en 2012, précisément le 2 avril 2012, quand nous avons fait les concertations avec le gouvernement de Blaise Compaoré, le prix du baril au niveau international était à $130. En ce moment, le prix qui a été fixé pour le super au niveau de la pompe était 730 francs CFA. Et même malgré ça, nous avons protesté. Au fil du temps, nous nous sommes retrouvés précisément le 20 janvier 2015 avec le prix du baril qui a dégringolé jusqu'à $49. En ce moment, c'est les Isaac Zida qui étaient aux commandes. Nous les avons approchés pour exiger la réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Et au premier moment, il nous a dit que même 1 franc ne pouvait pas le faire. Nous avons fait des démonstrations qui l'ont amené, finalement, la même journée dans la soirée, à décider de la diminution. Dans la mesure où, de 2012, on était à $130 et le 20 janvier 2015, on était à 49, dont le différentiel revenait à $81. Et en pourcentage, c'était 62,31%. Et en impactant ça en termes d'argent sur le prix du carburant, il y avait 467,33 francs de réduction. Donc, ça veut dire que le 20 janvier 2015, à la pompe, normalement, le prix du litre de super devait être 262,68 francs. Mais étant donné qu'on est des partenaires, nous avons fait les négociations. Yacouba Isaac Zida nous a rassuré que ce qu'ils vont gagner par litre, à savoir les 467,33 francs qu'ils vont gagner par litre, sera un pactole qui sera mis en réserve pour pouvoir contrer toute réaugmentation du prix du baril au niveau international. Donc, nous nous sommes laissés convaincre en poursuivant les diminutions. Il a procédé après à une diminution aussi de 25 francs parce que le baril a dégringolé jusqu'à $40 et après aussi c'était 30 francs. Et quand le MPP est arrivé, ils ont aussi procédé à une réduction de 50 francs. Mais nous avons constaté que le jour où ils ont décidé de réaugmenter le prix des hydrocarbures, précisément la décision prise le 8 novembre 2018, le prix du baril en termes moyens au niveau international était à $61,67. Et quand on fait la comparaison avec 2012, il y a $68,33 de différence. En pourcentage, ça fait 52,56%. Et si on impacte ça en francs CFA, ça fait 383,7 francs CFA. Ça veut dire que si on devait réduire conséquemment le prix à la pompe, en tenant compte de la réalité des prix tels que le président du FASO l'a laissé comprendre, en principe, le prix à la pompe devait revenir à 346,3 francs CFA au niveau de la pompe. Mais tel qu'ils l'ont fait, ils continuent d'emmagasiner un pactole qui ne dit pas son nom. Et quand nous disons qu'il y a un mensonge qui a accompagné cette augmentation, c'est qu'on nous a fait ressortir des propos du genre, c'est une question d'effort de guerre. Mais nous savons très bien que l'effort de guerre, même si on était dans une situation d'effort de guerre, il n'appartient pas à un ministre du Commerce d'annoncer un cas d'effort de guerre. D'autant que eux-mêmes, leur comportement, nous l'avons dit, les salaires qu'ils prennent ne respectent pas le décret qui a été signé par Blaise Compaoré en décembre 2008, qui dit qu'un ministre qui n'est pas un ministre d'État doit, comme salaire, avoir à la fin du mois 1 115 000 francs CFA. Donc, déjà, quand on se retrouve avec des ministres qui ont des salaires qui flamment jusqu'à 3 millions, 4 millions, 5 millions, ça en violant ce décret. Vous voyez que le ministre de la fonction publique a dit sur son passage à la télévision nationale que quand la question lui a été posée, qu'eux, ils attendent le vote de la loi organique pour pouvoir se conformer. On ne peut pas violer des textes, se donner des émoluments, dire que les caisses de l'État, ça ne contient pas grand-chose, on se plaint et puis on se permet de tel type de comportement. Le deuxième argument qui a été avancé, qui ne nous convainc pas, c'est qu'on nous a annoncé que la SONABI est pratiquement en faillite. Mais si la SONABI est en faillite, l'Assemblée générale des sociétés d'État qui s'est tenue en fin 2017 a indiqué que la SONABI a fait un bénéfice de 26 milliards 975 992 800 francs. Donc on ne peut pas dès le lendemain venir nous dire que la SONABI est en faillite. Donc voilà un certain type d'argument qui ne nous convainc pas et dont nous interpellons les autorités à revenir à la raison. Et pourquoi? Même l'autre facette, c'est quoi? C'est l'augmentation, ce que je viens de dire tout de suite, ça c'est l'augmentation sur la base conjoncturelle, de la fluctuation du prix des hydrocarbures au niveau international. Mais il y a le côté aussi structurel. Et c'est sur la base du côté structurel qu'on a introduit la revendication en 2006. Le gouvernement a attendu jusqu'à 2008, après avoir procédé à des coupures de salaire suite à des grèves, où nous avons revendiqué la réduction du prix des hydrocarbures. En procédant à la relecture des taxes, il nous a malmené 2 ans avant d'accepter d'analyser la question en 2008, soit 2 ans plus tard. Alors, en 2009, il a pris le décret numéro 2009-633 du 14 septembre 2009, conférant la mise en place du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Donc, de 2009, on a fait 2010, 2011 jusqu'en 2012. C'est en 2012 que ce comité a procédé à convoquer un atelier qui s'est tenu à Bobo-Dioulasso du 18 au 23 juin 2012. Il y avait le Premier ministère, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Fonction publique, les organisations syndicales, mais aussi la presse.
et les transporteurs. En ce moment, on nous a dit qu'il fallait faire une étude pour voir si on pouvait réduire les taxes. Nous avons accepté ce principe. Et quand on a accepté ce principe, ils ont fait sortir un TDR. Voilà une des pages du TDR où il a été dit, activité 1, réaliser une étude sur l'évolution des prix des hydrocarbures et leur impact sur le coût du transport au Burkina Faso, cas de l'essence et du gasoil de 2008 à 2012. Et l'évaluation de cette étude a été faite à un coût de 2834 €. Donc, on s'est retrouvé après l'étude, nous nous sommes retrouvés encore à Bobo-Dioulasso en 2013, du 11 au 16 février 2013, pour statuer sur les résultats de l'atelier. Et la conclusion était bel et bien qu'on pouvait procéder à la relecture de la structure des prix et enlever beaucoup de taxes qui sont impactées là-dessus. À notre grande surprise, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, avril 2017, le gouvernement nous dit que l'atelier qui a été tenu à Bobo-Dioulasso, et ils ont fouillé dans toutes les 5 institutions, ils ne retrouvent pas les traces des conclusions de cet atelier. Donc quand nous disons qu'on ne traite pas de façon sérieuse les questions de la nation, c'est là aussi le problème. Voilà. Et pour terminer sur ces cas, quand nous disons que nous ne pouvons pas prendre ce que le gouvernement nous donne comme on est content, vous regardez quand un ministre, par exemple, se permet de toucher. Dans cette situation où ils estiment que l'État est pratiquement en faillite, il n'y a pas d'argent, quand un ministre se permet de se donner un salaire de 5 505 000, contrairement au décret qui devait lui donner un salaire de 1 155 000. La différence, ça fait 4 350 000 qui est illégalement perçu. Ça veut dire ce qui est illégalement perçu, si on compare ça au SMIC dans notre pays, qui est de 32 218 francs, ça veut dire l'intéressé dans l'illégalité est en train de détruire le salaire de 135 personnes. Et en même temps, on dit on veut trouver du travail pour la jeunesse, on veut que les populations vivent de façon décente. Voilà pourquoi, au vu de tous ces éléments, nous estimons qu'au niveau du mouvement syndical, on ne peut pas se taire, il faut réagir. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Waga FM, la radio de toutes les générations. Vous êtes à l'émission Les Grandes Questions avec comme invité cette semaine Bassolma Bazier. Il est le secrétaire général de la CGTB. Avec lui, nous parlons justement de cette augmentation des prix du carburant au Burkina Faso qui motive justement la grève générale du 29 novembre prochain. Alors, Monsieur Bazier, dites-nous, vous avez parlé tantôt de ce comité interministériel qui était chargé justement des questions de carburant. D'après ce que l'on sait, c'est ce comité en principe qui devrait donc fixer, procéder au réajustement de prix. Est-ce que ça a été le cas? Non, mais justement, voilà pourquoi, tout en saluant tous ceux qui sont sur le front du travail, en tant que travailleurs, nous les encourageons, mais nous les amenons aussi à ce que chacun prenne conscience. Parce que quand on vous recrute pour faire un travail au nom de la nation, on doit aller au-delà des humeurs, on doit aller au-delà des intérêts personnels. Si on vous nomme dans un comité et que vous, votre base de référence, de maintien, ce sont les périèmes et mentir pour faire plaisir au gouvernement, ce n'est pas correct. Ça veut dire quoi? Que quand le comité fait un travail, c'est vrai que quand nous sortons pour démontrer le contraire, ils disent qu'ils ont fait leur travail technique, il appartient aux politiques d'en décider. Mais quand on a un mauvais technicien, on peut aussi induire le politique en erreur. Donc ça c'est un. Ceux qui dirigent les structures telles que la SONABI, nous avons aussi dit à l'État de tout faire en sorte à ce qu'il y ait une réduction, soit voire une annulation de l'impact politique sur la nomination des uns et des autres. Quand vous nommez quelqu'un directeur général, par exemple, de la SONABI, ça doit être quelqu'un qui doit être de haut niveau technocrate. Mais s'il a un contenu fondamental qui est politique et qui n'a pas la capacité de prendre ses responsabilités, on va l'amener à poser des actes qui ne sont pas acceptables. Il devait avoir le courage à un moment donné, si le politique l'approche pour aller dans tel ou tel sens, de lui dire ce n'est pas pour ça qu'il a été recruté, au besoin même rendre le tablier. Donc ce comité qui dit avoir fait un travail, voilà, là aussi c'est un travail technique que nous venons de faire sur la base desquels je viens de donner les chiffres. Donc où est-ce qu'eux ils ont tiré leurs chiffres pour envoyer un document au niveau du gouvernement qui indique que c'était possible d'augmenter le prix du carburant dans cette période. Voilà pourquoi nous estimons que ce n'est pas acceptable. Et pour appuyer, et quand je parle de ceux qui se disent techniciens, vous voyez quand le Premier ministre va à l'Assemblée nationale, on dit aussi que ce sont des techniciens qui donnent les chiffres. Je vous donne un exemple. Et il a été dit dans le journal L'Économiste, et précisément le 5 février 2018, que notre pays a fait, en termes de recettes financières dans notre pays, le cumul était 1397,182 milliards. Mais subitement, le 12 avril de la même année, le Premier ministre va pour faire son discours sur les têtes de la nation, il va annoncer là-bas 1389,4 milliards de francs CFA. Et quand on fait la différence, ça fait déjà 7,782 milliards de perdus et qu'on ne justifie pas. Et on se dit que c'est des techniciens qui ont fait un tel travail. Pourquoi? Deuxième exemple que je prends pour étayer mon propos, quand vous regardez, on a incriminé les travailleurs pour leur dire que ce qu'on utilise pour payer les travailleurs, ça fait 52% des ressources. Là aussi, nous avons procédé à des calculs. Quand vous dites 52% des ressources, le même Premier ministre, pendant le même discours, a dit dans son propos qu'il y a 618 milliards qui
qui ont été utilisés pour payer les salaires. Et en même temps, il dit que ça fait 52% des recettes. Et quand on prend 52% des recettes qu'il vient d'indiquer ici, ça fait 694,7 milliards. Et quand on fait la différence, nous sommes, comment dirais-je, à une différence de 76,7 milliards par rapport au chiffre qu'il a donné et le pourcentage de la valeur qu'on devait calculer. Mais comment des techniciens peuvent faire de tels types de travail? Voilà pourquoi je dis quand on a un mauvais technicien, on peut induire aussi le politique dans le décor. Encore que le politique aussi, il peut être dans une position où il souhaite lui-même qu'on l'induise dans le décor, afin de trouver des raisons qui ne tiennent pas pour justifier ces positions qui sont totalement inacceptables et condamnables. Inacceptables et condamnables parce que ceux qui nous dirigent, ils doivent comprendre que c'est sur la base des textes. Et ces textes-là, quand je me réfère à la Constitution, ce que nous vivons actuellement, c'est une violation grave du contenu de la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 14 dit que les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Mais la décision qui vient d'être prise, c'est enfoncer le peuple dans la misère. Et quand tu vas à l'article 20, il est dit que l'État veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travail. Ce qui a été fait là, est-ce que c'est ça? Quand tu vas à l'article 44, on dit qu'avant d'entrer en fonction, le président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Ce qui a été fait là, est-ce que c'est en conformité avec le contenu de la Constitution? Et pour terminer, quand je parle de trahison, ça c'est l'article 166 qui dit que la trahison de la patrie et l'atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l'encontre du peuple. Donc quand on ment au peuple sur la base de chiffres mal montés, c'est une forme de trahison parce qu'on fuit son devoir et c'est inacceptable. Voilà pourquoi le mouvement syndical a estimé que même si c'était rien que sur ce élément des hydrocarbures seulement, ça nécessitait une journée nationale de protestation. Encore que, en plus de ça, il y a aussi d'autres cas qui sont très graves. Il y a la question des libertés, il y a la question du code du travail et il y a bien d'autres éléments. Ce programme est une rediffusion. Merci beaucoup, M. Bassolma Bazi. Vous le savez certainement, le gouvernement de son côté également a des arguments pour justifier cette augmentation du prix des hydrocarbures au Burkina Faso de 75 francs sur le litre. On vous dira qu'au Burkina, le carburant a toujours coûté moins cher que dans les pays voisins. Même les pays côtiers qui ont justement ce carburant à portée de mer parce qu'ils ont quand même des ports. Est-ce que vous répondez à cet argument qui dit justement que le carburant coûte moins cher au Burkina par rapport à d'autres pays qui nous entourent? Voilà pourquoi j'ai dit qu'on peut être techniquement mal entouré et quand nous-mêmes on n'a pas une culture politique bien assise, on peut davantage aller dans le décor. D'abord, c'est bien de se comparer aux autres pays dans le sens d'avancer. Mais c'est très grave dans une classe quand un médiocre qui a eu 3 sur 20 est très content parce que son voisin a eu 2 sur 20. On doit se comparer aux meilleurs. Voilà pourquoi je parle de violation du contenu de la Constitution. Dans ces mêmes pays où ils se comparent là, qui se pose la question, le SMIC en Côte d'Ivoire, ça fait combien? Un professeur d'université en Côte d'Ivoire, il touche combien? Un médecin, il touche combien? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand on veut diriger le pays pour que son peuple puisse s'en sortir, on ne prend pas les mauvais exemples pour se coller ici. Ça veut dire qu'on doit se réveiller dans la façon dont ils font les comparaisons. Un jour, M. Rwamba, on risque d'être surpris à assister de façon violente à la commémoration de mariage gay dans notre pays. De la façon dont ils se comparent aux autres pays, ils vont dire comme ça se fait là-bas, ici aussi il faut qu'on le fasse. De tels types de comparaisons, c'est inacceptable. Et le troisième élément, ils ont pris l'engagement, avant de se faire élire, qu'ils avaient les solutions aux problèmes du peuple burkinabé. Mais quand tu n'as pas les solutions à un peuple, il n'y a pas à aller se comparer ailleurs pour dire là-bas c'est cher, chez moi c'est moins cher. Encore que les salaires, comme je viens de le dire, ne sont pas du tout les mêmes. Quand on occupe un poste de nomination, et même jusqu'à un poste législatif, quand vous estimez que le poids vous dépasse, il faut avoir l'humilité de rendre le tablier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des questions d'individus. Nous, notre vie est éphémère. On se bat pour la nation. Ceux qui nous ont devancés se sont beaucoup investis. Quand vous prenez la création de la colonie en 1919, sa destruction en 1932, sa reconstruction en 1947, la proclamation de la République le 11 décembre 1958, c'est des gens qui ont versé de la sueur, qui ont versé du sang pour qu'on puisse être à cette étape. Il ne faudrait pas qu'on vienne détruire des acquis qui ont été arrachés et laisser un environnement délétère aux générations futures. Voilà pourquoi, dans mon propos, j'aime toujours dire qu'on devait en principe faire en sorte à ce que notre justice soit en conformité avec notre justice traditionnelle. Il y a des villages où, quand vous vivez mal, si vous vous comportez très mal, même quand vous mourrez là, on vient fermer la porte. Il y a des dettes à payer.
Si vous ne le faites pas, on ne va pas ouvrir la porte pour vous enterrer, vous allez vous décomposer là-bas. Conséquence, c'est une leçon qu'on donne à tous ceux qui sont en vie. Et donc, la justice aussi devait prendre toutes ces questions en compte pour dire que tous ceux qui gèrent mal, ils devaient répondre même après leur mort. Pourquoi? Parce que le terrorisme qu'on est en train de combattre au niveau des frontières là, moi j'estime que ça, ce sont les conséquences, ce ne sont pas les causes. Le vrai terrorisme qu'on doit combattre là, c'est le terrorisme institutionnel et administratif. Tant qu'on n'aura pas une certaine conscience, moralité, dans la gestion du bien public, il est tout à fait clair qu'on laisse des gens sur le carreau. La preuve est que je viens de montrer que quelqu'un qui perçoit une partie indue sur son salaire, en violant le décret, lui seul, dans la partie violée, il est en train de saccager la vie de 133 personnes qui devaient prendre le SMIC dans notre pays. Monsieur Bazier, vous avez demandé la relecture de la structure des prix en ce qui concerne les hydrocarbures. Est-ce que ce serait une solution? Parce qu'on sait effectivement que les prix sont fixés en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Oui, ça sera une solution, mais il faudrait que les gouvernants d'abord se montrent en exemple. Voilà pourquoi par rapport à la conférence nationale qui a été tenue sur la remise à plat des salaires des agents de la fonction publique, nous avons dit que ce n'était pas la raison. Ce qu'il fallait faire, il fallait qu'on ait le courage de poser sur la table la gestion des ressources nationales. Qu'est-ce que le Burkina Faso a comme ressources? Qu'est-ce que nous gagnons dans la caisse? Avant de définir les axes des dépenses. Donc, si vous voyez qu'ils ont refusé cette proposition, c'est lié au fait que chacun, dans l'ombre, en violant le décret, s'est rapidement rendu à augmenter son salaire à son niveau, tout en criant sur tous les toits que la vie est chère, ainsi de suite. Donc, la relecture de la structure des prix, on peut bel et bien le faire. Quand je prends par exemple la taxe sur les produits pétroliers, taxe que nous avons accepté que soit impactée après la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. C'est le même pouvoir qui est venu nous dire qu'il ne pouvait pas tenir, il fallait, en annulant les vignettes, ainsi de suite, il fallait trouver des ressources pour que l'État puisse tenir. Si les dévanciers ont accepté à cette période, est-ce que la taxe sur les produits pétroliers, avant c'était appelé taxe unique sur les produits pétroliers, c'est après que ça a évolué en TPP. Mais vous avez vu ce qu'ils ont voulu faire en 91. Malgré que les dévanciers aient accepté ça, ils perçoivent 125 francs CFA par litre sur la base de cette taxe. Ils se lèvent dans l'ombre, aller créer une taxe de développement communal qui devait venir faire un doublon avec la même taxe qui était perçue. Vous avez vu l'énergie que nous avons déversée pour combattre la taxe jusqu'au retrait de la loi en 2011. Il nous revient encore que dans l'ombre, ils sont en train de faire des manipulations pour faire retourner la même taxe que nous avons combattue là sur une autre appellation qui sera directement contrôlée, soit comment dirais-je, au CCVA, au contrôle technique. Ce n'est pas sain. On ne dirige pas un peuple avec le mensonge. On ne dirige pas un peuple avec le vol. Vous savez très bien que notre code pénal qui s'est inspiré du code pénal de base là, à son article 392, il est dit que quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Ouais. On n'a pas besoin de dirigeants voleurs. Quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, c'est que tu as volé. Donc, vous ne pouvez pas être en ce moment un exemple à convaincre le peuple et dire de vous suivre. Pas possible. Donc, à supposer, par exemple, qu'on se retrouve, on relise la structure des prix des hydrocarbures. Et qu'après, on constate que l'État ne tient pas, nos dévanciers se sont déjà sacrifiés. Cas de 1974 avec Marc Chimoko Garango, cas de 1994 avec la mise en place de taxes de développement communal. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire, mais il faut qu'il y ait la transparence. Parlant toujours justement de cette augmentation du prix des hydrocarbures au Burkina Faso, vous avez demandé dans la foulée un audit indépendant de la SONABI et de la SONABEL avec l'implication des structures de lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez des suspicions sur la gestion de la SONABI? Oui, nous avons grandement raison d'avoir des suspicions parce que quand on nous dit aujourd'hui que la SONABI a fait par exemple un bénéfice de 26 milliards 975 millions 992 800 francs et le lendemain on vient vous dire que cette maison n'a plus rien et risque de fermer ses portes, il y a des raisons bien de douter de la bonne foi de ceux qui sont à la direction de cette institution. On parle de la dette de l'État de plus de 200 milliards de francs CFA. Justement, c'est ça qui est injustifié. Quand on dit que l'État doit près de 200 et quelques milliards de francs CFA, vous, M. Rwamba, quand vous partez à la station, vous ne payez pas votre carburant à crédit. Vous le payez cash et ce sont les impôts qui sont retenus là-dessus qui sont reversés à l'État. Quand je parle de gouvernance vertueuse et de transparence aussi, c'est ça. Qu'on nous dise qui a récolté ces impôts et qui ne les a pas reversés à la SONABI. Donc voilà pourquoi nous avons exigé à ce qu'il y ait un audit de la SONABI en association avec les structures qui luttent contre la corruption, telles que le RENLAC, l'autorité supérieure de contrôle d'État, et que ces résultats soient diffusés au peuple burkinabé. De sorte que s'il y a des manquements, on doit traiter de façon conséquente et sur le plan judiciaire tous ceux qui sont impétrés, en tout cas dans ces manquements. On va donc poursuivre avec d'autres points que vous avez évoqués. Alors, en conclusion, justement, vous avez dit qu'il faudrait que le gouvernement revienne sur les anciens prix, c'est-à-dire réduire encore le litre de carburant de 75 francs. Est-ce que vous pensez que c'est possible à l'étape actuelle? Parce que déjà, les nouveaux prix sont en vigueur, les gens ont commencé à payer sur les nouveaux prix. Oui, nous avons bien dit que si on devait impacter le coût réel du baril, tel que le président du Faso l'a dit dans notre pays, le prix actuel à la pompe du super, le litre là, ne devait pas excéder 347,3 francs CFA. Mais maintenant, quand on nous dit que ça a été augmenté et que les gens ont commencé à payer, est-ce que
c'est la peine de revenir en arrière. J'ai dit aussi à ces gens qu'au moment où on lançait le mot d'ordre de grève générale, le 16 septembre 2015, contre le coup d'État, c'était contre le 11e coup d'État dans notre pays. On aurait aussi pu dire qu'il y a des gens qui étaient devenus des professionnels en coup d'État. Il y a des gens qui utilisaient pratiquement les coups d'État comme du commerce. C'était leur milieu d'affaires. On pouvait dire, compte tenu de tous ces éléments aussi, arrêter de combattre et de résister. Mais nous avons résisté. Ce n'est pas une question de les gens ont payé, continuent de payer du carburant. Tout ça, ça indique d'ailleurs que le peuple burkinabé, c'est un peuple mature et très conscient. Sinon, dès le lendemain, on aurait pu être mis devant le fait accompli de débrayage, de casse, ainsi de suite. C'est parce qu'on a constaté de spontané. Mais si les gens ont attendu à ce que des organisations sérieuses viennent se prononcer et lancer un appel au chef de l'État, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur ces organisations. Et quand je parle de la gouvernance, quand vous déposez un préavis de grève qui doit déclencher 15 jours après, si ces autorités intégraient même le respect à l'endroit de ces partenaires sociaux, c'était de les inviter à se pencher sur la préoccupation qui leur a été envoyée, afin qu'on voit ensemble ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Bazier, qu'il n'y a pas eu de concertation entre vous en tant que structure syndicale et le gouvernement depuis cette augmentation des prix? La toute dernière rencontre que nous avons eue avec le gouvernement, c'est en avril 2017. Et ça, c'était la rencontre qui devait compter pour l'année 2016, puisque sur la base d'un décret qui a été pris en 2008, il a été institué la rencontre annuelle gouvernement-syndicat. Donc 2016, il n'y a pas eu de rencontre, et c'est cette rencontre que nous avons rattrapée en avril 2017. De 2017 jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons envoyé 3 correspondances successives à M. le Premier ministre, auxquelles correspondances il n'a jamais daigné réagir. C'est quand eux, ils sont dans des difficultés maintenant qu'ils envoient une correspondance à l'UAS pour dire qu'on veut nous voir. Nous ne fonctionnons pas sur la base des humeurs. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes qu'il faut nous appeler. Et c'est quand nous avons des problèmes, nous vous appelons, vous ne réagissez pas. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez le Code du travail, nous avons exigé la relecture du Code du travail depuis longtemps. Nous avons commencé les travaux en octobre 2017. Mais de 2017 jusqu'à l'heure actuelle, tout est bloqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, les articles qui restent dans le Code du travail, ce sont ces articles-là qui sont des articles esclavagistes. Le renouvellement, une fois du contrat à durée déterminée, le plafonnement des dommages et intérêts du travailleur, l'externalisation des biens de service, les services de placement, où par exemple, moi, on peut me recruter, aller placer dans un service et me donner même moins pratiquement de la moitié de ce que je devais avoir, mais tout ça, c'est une forme d'esclavage. On dit de relire le Code du travail, on bloque les travaux et les autorités nous convoquent sur des champs où on doit aller relire le Code du travail de l'espace UEMOA ou de l'espace CEDEAO. Après, pour venir nous dire, comme ça a été signé au niveau international, on ne peut plus rien changer, il faut que ce soit impacté dans notre loi nationale. Mais eux, leur nationalisme et patriotisme, c'est de quel type? Voilà pourquoi arrivé à un moment où on est obligé de lever le ton. Ce programme est une rediffusion. On va donc poursuivre cette émission avec notre invité. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que l'invité de la semaine est M. Bassolma Bazier. Il est le secrétaire général de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina Faso. Il répond à notre invitation. Pour cette émission, Les Grandes Questions, nous parlons essentiellement de cette augmentation du prix des hydrocarbures au Burkina Faso, ce qui justifie la grève générale du 29 novembre 2018. Alors, M. Bazier, aujourd'hui, vous avez donné des arguments qui montrent, d'après vous, que le gouvernement n'avait pas à augmenter justement le prix du carburant au Burkina. Qu'est-ce que, d'après vous, se cache derrière cette augmentation? Est-ce que vous insinuez que le gouvernement a besoin de se faire des sous ou de régulariser une situation? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela au-delà de ce que vous avez avancé comme argument? Non, il faut mettre tout ça là dans la question de la mauvaise gouvernance. Dans notre pays, la gouvernance n'est pas du tout vertueuse. Je viens de prendre le cas des ministres dont les salaires ont flambé, qui ont piétiné le décret de décembre 2008. En estimant qu'il n'y a rien dans les caisses et il s'octroie ce type d'émolument. Vous avez pris le cas de l'Assemblée nationale avec Salif Diallo quand il est venu. Il a fait passer le budget du fonctionnement de l'Assemblée nationale du simple au double. Vous avez vu les mêmes députés à chaque fin de l'année, même si ça fait un tollé général, où ils se permettaient de s'octroyer 1 million de francs par député par mois. Vous avez aussi vu que le même Salif Diallo, dans le mois de mai 2017, le dernier numéro de Courrier confidentiel, ils ont pris une loi pour effacer des dizaines d'années de malversation dans notre pays. Et pour terminer, vous avez vu dans notre pays, la presse découvre de jour en jour des cas de détournement et personne n'est inquiété. On ne peut pas admettre dans cette situation, par exemple quand on nous dit que l'État doit 260 milliards ou combien à la Sonabi, on ne nous dit pas cette dette-là, elle vient d'où? Elle se justifie par quoi? D'autant que les gens ne payent pas le carburant à crédit. Mais là où nous pointons pas seulement le doigt sur les autorités ou les politiques, il faut aussi qu'au niveau des organisateurs ou des responsables de la société civile, il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez vu le cas de Blaise Compaoré au moment où il lançait l'appel à l'accompagner sur le cadre du Sénat. Il y a des syndicalistes même qui s'étaient fait désigner sénateurs. Mais quand Blaise a traversé la frontière, personne ne l'a accompagné. Ce sont les mêmes qui sont dans l'ombre encore en train d'accompagner laquelle régime allait dans le sens où il faudrait que chacun s'assume. Et il faut que le peuple burkinabé fasse en sorte
sorte, quand on dit que Blaise doit passer devant les tribunaux, y compris son gouvernement, tous ceux qui ont accepté être désignés sénateurs en principe aussi devaient répondre. Parce que ce sont eux qui ont créé les conditions indiquant à Blaise Compaoré que c'était faisable. Donc il faudrait qu'on arrête ça. Il ne faudrait pas que, sur la base d'intérêts personnels, d'intérêts individuels, on accompagne le gouvernement sur une voie où après, on serait en train de faire des décomptes macabres. Ce sont des choses qui sont condamnables. Et chacun devait se référer à l'éducation qui a été incarnée par les parents, aller dans le sens de la moralité, acceptée, défendable et qu'on doit promettre. Alors, M. Bazier, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail au Burkina Faso, le gouvernement a décidé justement de la mise en place du PNDS, le Plan national de développement économique et social. C'est le référentiel de développement dans notre pays. Alors, quel est le bilan que vous pouvez dresser justement de la mise en œuvre du PNDS? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Le PNDS, on ne peut pas parler de bilan, d'autant que d'abord nous avons dit que le PNDS était une variante tout simplement des programmes d'ajustement structurel. Et si vous avez suivi l'ex-ministre de la fonction publique, M. Clément P. Savadogo, il a dit sur Burkina 24 le 2 décembre 2016, ça y est sur le net, que le PNDS est un programme qu'ils ont conçu pour empêcher une minorité des Burkinabés de s'accaparer des ressources nationales. Donc ça veut dire le PNDS, l'objectif essentiel c'était de chercher une confrontation sociale entre les travailleurs et les autres couches de la population. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bien éduqué et socialement intégré sait que derrière un travailleur, au minimum, c'est 2 personnes. Donc on ne peut pas venir s'asseoir sur des fauteuils de responsabilité, constater qu'on est jusqu'au bout incompétent et vouloir créer des programmes de confrontation avec les uns les autres. Vous avez vu le langage qui a été tenu sur toute leur allée, même ça a été répété d'année en année, c'est de dire que les travailleurs, ce qu'ils reçoivent, c'est 52% des ressources nationales, ce sont eux qui empêchent le développement du pays. Mais le même Clément qui l'a dit dans Burkina 24 le 2 décembre 2016. Je vous rappelle qu'il est parti le 7 janvier 2018 sur Burkina Info. Soit 1 an, 1 mois, 6 jours plus tard, il a mis sa main dans le feu pour dire non, l'État n'a jamais, en tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que 50% du budget des ressources du pays, nous avons toujours dit qu'il s'agit du ratio masse salariale sur les recettes propres de l'État. Donc il, entre parenthèses, Bazi Bassolman, nous accuse de choses dont on n'a jamais parlé. Donc ça veut dire quoi? 1 an, 1 mois, et puis 6 jours plus tard, ce qui a été dit, on revient dessus, on dit on n'a jamais dit. Donc sur cette base, avec les chiffres contradictoires que j'ai donnés, qui ont été publiés par Paul Kaba-Tieba à l'Assemblée nationale, comment voulez-vous, où est-ce que voulez-vous qu'on trouve l'énergie nécessaire pour croire un temps soit peu à un tel type de gouvernance? On sait quand même qu'au Burkina Faso, depuis l'accession du président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir, il y a la grogne sociale, on va dire ainsi, parce que les travailleurs dont vous êtes les défenseurs sont descendus dans les rues. Il y a eu pas mal de grèves pour indiquer l'amélioration des conditions salariales notamment. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'on a dépassé les normes en termes de ratio salaire parce que ça dépasse les 50% du budget alloué au salaire. Comment est-ce que vous réagissez à cela quand on dit qu'on ne peut plus continuer dans ça parce qu'il faut également prévoir des budgets d'investissement dans notre pays? Le premier argument que je donne, c'est eux-mêmes, ils revoient leurs émoluments et nous indiquent que véritablement, il n'y a pas de ressources dans le pays. Parce que les 52% ou 50% dont ils font cas, d'abord, c'est faux. Et si c'était vrai, il y a leur part qui est inclue dedans. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est faux? Mais je viens de vous donner les chiffres. Quand, par exemple, on nous dit que les recettes au niveau national, c'est publié dans l'économie du Faso du 5 février 2018, que les recettes s'élèvent à 1387,182 francs. Et le Premier ministre, 1 mois après, il va à l'Assemblée nationale, soit le 12 avril 2018. Il dit que les recettes nationales, ça fait 1389,4 francs CFA. Tu fais la différence, ça remonte à 7,782 milliards de francs CFA. Ou bien, chez eux, leur erreur de calcul s'exprime en milliards, il y a un problème. Quand tu prends le deuxième exemple où lui-même il dit que la masse salariale a été comptabilisée en 2017 à 618 milliards. Mais conformément à 52% des recettes, si on prend les 52% des recettes qu'il a indiquées, ça remonte à 694,7 milliards. Quand on fait la différence entre ces deux propos, ça fait 76,7 milliards de différence. Comment voulez-vous qu'on accepte de tels chiffres? Donc quand on vient nous dire des questions d'indicateurs de l'espace UEMOA, j'ai toujours dit aux gens aussi que c'est bien d'aller parler de l'UEMOA. Mais le Burkina Faso a connu une insurrection, une résistance contre un putsch qui a réussi, un soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Pourquoi l'UEMOA n'intègre pas ça dans ses textes et dire que tout gouvernant qui est dans le décor, il faut que le peuple se soulève? Ça aussi, c'est un indicateur de bonne gouvernance. Le fait que le peuple se mobilise et puis descende et dise non. Pourquoi l'UEMOA n'intègre pas ça? Voilà pourquoi nous interpellons les structures qui ont été mises en place pour plomber le développement de l'Afrique, qui sont au pas du FMI et de la Banque mondiale. Nous demandons à ces Africains-là de se ressaisir. Il faut se ressaisir parce que l'esclavage, qui n'est plus physique, ils l'ont transformé en un esclavage intellectuel. Et c'est à travers ce type d'institutions qu'on lamine la vie de l'ensemble des peuples africains. Et il faut que politiquement, les uns et les autres relèvent leur niveau et comprennent qu'on ne se bat pas pour des individus. On ne se bat pas pour nous. Nous nous battons pour que non seulement notre pays, notre peuple puisse
mieux vivre, mais en solidarité aussi que les autres peuples du monde puissent véritablement mieux vivre. Mais ces mêmes indicateurs-là, l'indicateur dont ils font cas n'est pas le seul indicateur sur lequel le Burkina Faso, les autorités sont en train de vociférer. Il y a jusqu'à 5 types d'indicateurs au niveau de l'espace UEMOA. Et l'indicateur qu'ils utilisent pour dire que nous sommes déjà au-delà du ratio est en train d'être refusé au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale. Et même au niveau de la CEDEAO, c'est un débat. Ils ont dit qu'il n'y a pas un pays qui s'est basé sur cet indicateur et qui a pu aboutir à une paix sociale. Salif Diallo, avant son décès, l'a dit qu'en appliquant cet indicateur, le respect des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, lui, Salif Diallo, n'a jamais vu un pays qui a été noté 10 sur 10 par ces pays et qui a connu la paix. C'est pas moi qui l'ai dit. On va donc évoluer dans cette émission avec d'autres questions d'actualité en lien justement avec l'amélioration des conditions des travailleurs au Burkina Faso. Alors, M. Basselman Bazier, on peut dire aujourd'hui que le gouvernement a un autre argument de taille, celui de dire qu'il y a eu la question de l'insécurité dans notre pays. Ce n'était pas prévu évidemment, ni dans le PNDS, ni dans le programme du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, on peut imaginer, le Burkinabé lambda peut imaginer qu'on a dû modifier les ordres de priorité avec cette question d'attaque terroriste. Est-ce que ça ne justifie pas également la situation de morosité que l'on peut connaître et un argument qui devrait amener les Burkinabés à comprendre la situation actuelle, parce qu'on pourra dire que ce n'est pas la faute du président Kaboré si le Burkina attaqué. Mais justement, voilà pourquoi je parle de mensonge et de trahison. Quand on gère un peuple de cette façon, on ne peut pas se comprendre. Mais quand on évoque la question de l'insécurité, nous sommes obligés, en tant que responsables, de compatir à la douleur de l'ensemble des familles qui ont perdu des parents, qui ont eu des blessés, ainsi de suite. Nous sommes solidaires à l'endroit de toutes ces familles. Mais il faut qu'on sache, avec courage et lucidité, situer les responsabilités. Cette insécurité a eu l'origine où? Je pense que quand quelqu'un dit même que ça a surpris Roch-Marc Christian Kaboré, c'est en fait mentir devant l'histoire. Parce que quand on résume ça en disant que par exemple Blaise Compaoré recevait des terroristes, il les hébergeait ici. Roch-Marc Christian Kaboré était le président de l'Assemblée nationale. Simon Compaoré était le grand maire de Ouagadougou au niveau de la mairie. Salif Diallo était celui qui défaisait des ministres. Donc est-ce que tous ces gens pouvaient dire qu'ils n'étaient pas au courant que Blaise Compaoré hébergeait des gens ici? Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons dit que quand les autorités ne veulent pas la vérité, là, le mouvement syndical a toujours interpellé de faire en sorte à ce que même quand vous voulez punir quelqu'un par affectation, il ne faut pas dire que vous allez l'envoyer dans le Burkina profond et métallique. Et quand ils disent dans le Burkina profond et métallique, c'est derrière Dori, c'est derrière Waïguia. Aujourd'hui, voilà, l'État ne s'en est pas préoccupé. Il n'a pas fait des investissements de sorte que dans certaines parties limitrophes de notre pays, les gens même se posent la question, est-ce qu'ils sont véritablement des Burkinabés? Donc c'est sur le manque social que des groupes peuvent facilement recruter de part et d'autre pour pouvoir alimenter leur réseau. Troisième élément, nous sommes en train de parler du code du travail. Quand vous limitez le contrat du travail, vous le renouvelez à souhait. Quand il se lève pour faire une petite revendication, vous le videz. Vous le licenciez, vous programmez même ces licenciements. Vous plafonnez ces dommages et intérêts en justice. Et vous savez très bien, derrière quelqu'un qui est licencié, c'est une dizaine de personnes qui vont souffrir. De plus en plus, des enfants sont déscolarisés. Ils ont fait les privatisations avec les passes ainsi de suite. Les mêmes Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, il y a près de 7000 et quelques emplois qui ont été détruits dans notre pays. Des familles ont été disloquées. Des gens se sont pendus. Donc, tous ceux qui se retrouvent dans le décor aujourd'hui, quand tu prends le cas du Code du travail, où on licencie quotidiennement des travailleurs, mais l'intéressé qui est assis chez lui, qui a même été en justice, peut-être qu'il a eu raison, sa décision de justice n'est pas appliquée. Parce qu'on dirait peut-être entre gris qu'il n'a pas de bras long. Mais quand quelqu'un s'assoit à un moment donné, il fait tout le compteur. Il constate que son propre pays l'a abandonné. L'État l'a abandonné. La justice l'a abandonné. Et quelqu'un vient un matin lui dire, quelqu'un qui ne pouvait pas trouver même un repas par jour, on vient lui dire, on te propose 200 000 ou 300 000 ou 400 000 francs par mois. L'intéressé va partir. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est des thèses à dire, oui, il faut être patriote, il faut refuser ceci, il faut refuser cela. Donc, voilà des choses qui font que, des moments, on est obligé d'utiliser un ton révoltant. C'est nous-mêmes qui sommes en train de produire nos terroristes en violant les lois, en faisant en sorte que, de façon administrative et institutionnelle, l'esclavage est le retour. Et c'est ce qu'on vit dans notre pays. Donc, si on ne veut pas du terrorisme, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau des fronts. Tout en félicitant les forces de défense et de sécurité, ça c'est le traitement des conséquences. Ce ne sont pas les traitements des causes. Donc tous ceux qui sont désœuvrés, qui se retrouvent dans la misère, qui sont recrutés, mais qui a été à l'origine pour qu'ils s'y retrouvent là-bas? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'en tant que leader syndical, vous ne pensez pas que la lutte contre le terrorisme coûte cher au Burkina? Mais justement, quelqu'un a dit que si vous ne voulez pas investir dans l'éducation, il faut investir dans l'ignorance et vous allez récolter les fruits. Et aujourd'hui, quand vous prenez par exemple même de façon architecturale, tous ceux qui sont sur le plan de l'éducation, c'est comme si on les classait à la basse échelle de toutes les autres fonctions. Vous rentrez dans une famille, on va dire, mais tu as eu ton diplôme, depuis là tu ne travailles pas. Même si c'est enseignant, il faut aller commencer à enseigner. Donc, dès lors que vous faites un tel type d'ouverture, où on ne va pas dans l'éducation par vocation, on ne va pas dans l'éducation par sacrifice, et que l'État lui-même ne montre pas un exemple
que c'est une fonction qu'il faille encadrer. Vous avez vu le protocole d'accord qui a été signé en faisant intervenir les chefs coutumiers, les chefs religieux, les chefs traditionnels, ainsi de suite. Mais l'accord a été signé aujourd'hui. Et regardez sa mise en œuvre, comment ça a été bâclé. Et regardez comment ça a été bâclé. Et voilà pourquoi nous interpellons aussi l'ensemble des acteurs. J'ai interpellé les responsables de la société civile syndicaliste qui se sont fait désigner sénateurs aujourd'hui, qui sont en train de pavaner dans les rues là. J'interpelle aussi ceux qui ont été à côté de Paul Kabatieba pour signer l'accord des enseignants. Ils devaient ressortir de l'ombre, que ce soit les chefs coutumiers, les religieux, interpeller l'État à ce qu'ils mettent en œuvre la parole donnée. C'est ça aussi qui fait la construction, c'est ça aussi qui est le vrai combat contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont dans certains côtés, si vous arrivez, vous lui demandez, c'est pas évident qu'il veut même tenir la craie. Parce qu'on a créé toutes les conditions à ce que lui-même il se pose la question, est-ce qu'il vaille la peine que je continue de me battre. Parlant justement des enseignants, justement, on a constaté malheureusement que dans certaines parties de Burkina, les écoles se sont fermées par la faute à l'insécurité. Alors comment est-ce que vous réagissez à cela en tant que leader syndical? Les enseignants sont obligés de quitter leur localité. Non, je pense que sur cette question, d'abord, je compatis à la douleur et je solidarise de façon forte avec non seulement les enseignants, mais aussi les populations qui sont sur place et tous ceux qui représentent l'État dans cette zone et qui travaillent au quotidien, que ce soit les ressources animales, les ressources forestières, les ressources minières, ils sont à encourager et à féliciter. Mais que voulez-vous quelqu'un auquel on vient dire, si tu ne bouges pas demain, on va t'enterrer. Mais quand on te dit demain on va t'enterrer, tu ne bouges pas, on vient. Est-ce que nous souhaiterons continuer à enterrer des gens de gauche à droite? Vous avez vu plusieurs fois, j'ai interpellé le gouvernement en disant que même ceux qui portent la tenue, qui sont sur le front en train de se battre, il faut prendre des dispositions pour que ces gens, dès lors qu'ils tombent sur le front, il ne faut pas couper son salaire. Parce qu'il était au front, il a peut-être une femme, il a des enfants, il a des parents qui prenaient en charge. Si le salaire continue d'être viré, ce salaire permettra d'entretenir ses enfants qu'il est parti laisser. Et son collègue qui est au front, quand il viendra aller rendre visite à la famille, s'il constate que la famille est dans la misère, ce n'est pas évident que moralement lui-même il pourra s'investir. Vous allez lui dire de repartir, il repartira. C'est un corps physique qui se déplace, mais il n'a pas le courage nécessaire en termes de patriotisme de s'investir et de combattre. Donc, nous avons aussi estimé que quand quelqu'un mérite d'être mis dans les conditions, il faut le faire même avant sa mort. Mais vous vous déplacez chaque fois, aller déposer des ferrailles de médailles sur les cercueils en disant que décoration à titre posthume, ça sert à quoi? La question qu'on se pose. Et pour prendre troisième élément, vous voyez quand quelqu'un, tous ceux qui vont dans les opérations de théâtre au niveau international, il nous revient que c'est des dizaines de millions que les gens vont récolter. Et même pour pouvoir y aller, il faut avoir un bras long pour que ton nom puisse se retrouver sur la liste. On devait faire en sorte à ce que, pour pouvoir aller à l'extérieur, sur des fronts, il faudrait que tu montes tes preuves sur le terrain dans ton propre pays. Ça doit être ceux qui ont fait 3 ans, 4 ans sur le front du Sahel, sur le front de l'Est, ce sont eux qu'on doit envoyer à l'international. Et même pour terminer, les institutions de Bretton Woods, là, comment un pays qui n'arrive pas à trouver les moyens nécessaires pour faire face à l'insécurité interne arrive toujours à avoir des hommes à envoyer dans d'autres pays sur d'autres fronts? Vous ne trouvez pas que c'est dichotomique? Il y a quand même un problème. On se pose des questions, ceux qui sont à la gouverne du pays là, quel type de patriotisme ils ont? Il y a des moments, il faut avoir le courage de dire à ses vis-à-vis que telle chose-là, on ne peut pas. Il faut dire que telle chose, on ne peut pas. On n'est pas à la gouvernail pour plaire aux institutions internationales, mais c'est pour plaire à son peuple, c'est pour diriger son peuple. Merci Bassolma Bazié. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Waga FM, vous êtes à l'émission Les Grandes Questions. Notre invité est le secrétaire général de la CGTB, M. Bassolma Bazié. Nous parlons plus généralement des conditions de vie des travailleurs du Burkina Faso. Vous le savez déjà, une augmentation du prix des hydrocarbures est intervenue dans notre pays par décision en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, et laquelle décision motive une grève générale le 29 novembre prochain à l'appel de la CCVC. Alors, M. Bassolma Bazié, justement, dans le cadre de la lutte syndicale, on a été témoin de ce que le syndicat des éléments de la garde de sécurité pénitentiaire, 10 éléments ont été révoqués pour s'être rendus au domicile du ministre de la Justice pour désarmer leurs collègues qui y étaient en faction. Comment est-ce que vous avez accueilli une telle décision, une telle autre décision du gouvernement, la révocation des 10 GSP? Je l'ai aussi accueilli avec douleur et elle est à mettre à l'actif également de la question de la mauvaise gouvernance qui sévit dans notre pays. Et pour terminer le cas par exemple des hydrocarbures, vous avez vu que les 2 dernières tranches de l'ONEA là ont flambé sans qu'on informe qui que ce soit. Mais l'argument qu'ils ont fait sortir au niveau de l'ONEA, c'est quoi? C'est de dire que c'est un texte qui a été pris en 2014 et une partie a été appliquée en 2014 et le reste, il fallait attendre après parce que le climat n'était pas bon. Est-ce qu'il peut me justifier que le climat aujourd'hui est bon par rapport à 2014? Donc, c'est des actes comme ça qui sont inacceptables. Maintenant, pour revenir à la question de la GSP, nous avons mis ça dans le même lot de la violation des libertés syndicales. Précisément la convention 87 de l'OIT que nous avons ratifiée et l'article 151 de la constitution du 2 juin 91 qui stipule que toutes les normes et traités que nous avons ratifiés au niveau international s'imposent à nos lois qui sont internes. Mais en violant cela, c'est lié au fait qu'on a pris une loi
qui a modifié celle de 92 portant liberté d'association dans notre pays par le Conseil national de la transition sous la transition. Et c'est à partir de cette loi que l'ensemble des libertés sont en train d'être érodées. Comment on peut prendre une loi, après qu'on tienne un congrès à la tête d'une structure, il faudrait que la police fasse une enquête de moralité pour voir celui qui a été désigné là, s'il peut diriger l'organisation. Il se mêle de quoi? Ça, c'est un premier aspect. Un syndicat peut même élire quelqu'un qui est en prison comme secrétaire général. De quoi l'administration se mêle? Je prends un deuxième exemple. Vous avez vu, le MBDHP a tenu son congrès. Il est parti déposer les papiers. On l'appelle pour lui dire, ces objectifs-là, c'est trop. Il faut réduire. Est-ce qu'il revient à une administration de se mêler à ce genre de situation? On appelle l'UGR pour leur dire, vous êtes des étudiants. Dans vos textes, pour demander le récépissé à l'issue de votre congrès, là, vous dites que c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Que vous n'êtes pas des travailleurs, donc défendre les intérêts matériels et moraux, là, ça ne vous revient pas. On peut articuler une loi comme ça. Vous prenez le cas de l'Union des transporteurs, où on a procédé à la suspension de leur structure de façon administrative. Vous prenez l'UNAPOL, où ils ont travaillé à séquencer, sectionner le syndicat à ce niveau, parce que tout simplement, on veut avoir à la tête des organisations des gens qui disent ce qui plaît au gouvernement. Vous prenez le cas de l'APN, l'Alliance Police Nationale. Ils viennent d'affecter près de 50% des membres du bureau national, en leur écrivant qu'ils ne peuvent pas avoir le récépissé. Et là où on les affecte, c'est un à Kantiari, l'autre à la frontière de la Côte d'Ivoire, l'autre, on ne dit pas que là où on les a affectés, il n'y a pas de population. Mais quand on le fait comme ça, est-ce qu'on renforce la démocratie dans notre pays? Pour prendre le cas des GSP, vous avez vu quand ils ont démarré, même les syndicats de la magistrature ont écrit au gouvernement pour les interpeller et leur dire de revenir à la raison. Mais ils ont laissé, c'est quand les GSP ont été, non seulement les gens parlent d'irruption, ils n'ont pas fait d'irruption, est-ce qu'on peut faire une irruption dans un lieu de travail et avoir le temps de comptabiliser le nombre d'armes qu'il y a, le nombre de munitions qu'il y a, remplir un registre pour dire voilà ce que nous sommes venus trouver et on part laisser. On escorte le matériel dans un véhicule, aller dans leur lieu de dépôt, aller encore remplir un registre. Est-ce que des gens qui font une irruption, qui sont autant irresponsables, peuvent poser de tels types d'actes? En quoi c'est une irruption? Donc, je considère que dès lors que la plateforme est déposée, dès lors que le gouvernement est saisi et les décrets ont été pris, le manquement de la mise en œuvre de cette décision, c'est là-bas que le gouvernement a cogné son pied. Ce n'est pas là où les GSP ont réagi. Donc il faudrait que les Burkinabés se ressaisissent. Il ne faut pas qu'on ait les yeux à pouvoir voir là où les gens sont tombés, sans voir là où on a chuté. Là où nous avons cogné le pied, là, si on, par hypocrisie, on ferme les yeux, on n'est pas courageusement regarder là-bas, demain quelqu'un d'autre ira y cogner son pied. Donc tous ceux qui chantouillent en disant oui c'est très bien, il faut aller dans le même sens, demain ça sera leur tour. J'ai présenté une photo avant-hier sur une télé pour dire, vous avez vu le dos d'un Burkinabé qui a été calciné en 1998 par d'autres Burkinabés. Donc l'hypocrisie doit être bannie dans nos actes. Il faudrait qu'on fasse en sorte, quand quelqu'un est dans le décor, il faut l'interpeller pour pouvoir reprendre la bonne voie. Vous imaginez les gars de l'aéroport, Sécuricom, ils ont dit, dans un temps de terrorisme, ils ont besoin tout simplement de matériel pour mieux contrôler le matériel. On ne les écoute pas. Ils vont en mouvement, licenciement, 41 personnes. Au niveau de la BOA, chaque année, ils font un partage de primes qu'ils ont. Une prime a été partagée mouta, ça s'est retrouvé sur la place publique. Les gens ont partagé ça entre eux. Et puis, on fait des études, on va tomber sur ceux qui ont fait cette publication, on les sanctionne et aujourd'hui, c'est des agents qui répondent dans les commissariats. On ne construit pas un pays comme ça. Ça veut dire si vous mettez au pas, entre griffes, les libertés, si vous les violez, ça va revenir sur vous-même. Parce qu'en saccageant, ceux qui sont capables de construire un contrepoids véritable au travers social, si vous les saccagez, demain, cette enveloppe qui a été percée là, la boue va vous atteindre. Pour le cas justement de la garde de sécurité pénitentiaire, la décision est déjà prise de révoquer 10 éléments de la GSP. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que leader syndical, justement en soutien à ces éléments qui sont radiés? J'avoue que d'abord, nous avons exigé la reprise pure et simple de ces agents. De la même façon que l'ensemble des syndicats de la magistrature sont partis dans le même sens en exigeant leur reprise. Et comme nous sommes face à des autorités qui ont plus des yeux pour voir quand ça ne va pas, mais ils écoutent très mal, il y a des choses qu'il ne faut pas dire à l'avance. De toute façon, quand vous êtes au front, vous voulez mener un combat, si vous dites ce que vous allez faire, ils auront le temps de vous dévier. Il y a la suspension également de leur syndicat. Mais justement, voilà pourquoi je dis que c'est une violation très grave des libertés syndicales. C'est une violation grave qu'une administration, puisque la loi qui a été prise sous le CNT permet au conseil de ministres ou à un ministre de s'asseoir et de décider du sort d'une organisation syndicale dès lors qu'elle ne parle pas de la même voix que lui, dès lors qu'elle n'est pas maniable, dès lors qu'elle n'est pas corvéable. Donc nous, on ne va pas s'asseoir, croiser nos bras et puis regarder ça faire. Nous sommes en train de nous préparer. Et nous avons dit la grève là, c'est une grève d'avertissement. Qu'ils comprennent, quand ils rentrent dans l'histoire, ils calculent, ils sont le quatrième gouvernement. Le Burkina Faso n'est pas né le 8 novembre. Ils sont le quatrième gouvernement. Avant eux, il y a eu des gens. Ils sont là. Après eux, il y aura des gens.
Voilà pourquoi les gens disent que oui, on dit le 29, on va marcher si ça déborde. Mais si ça déborde, eux, ils sont là-bas par débordement, non? Le 30 et 31 octobre 2014, ce n'est pas des débordements. Ils disent qu'ils sont des insurgés. Un insurgé ne doit pas avoir peur des débordements. D'accord, alors on va poursuivre et terminer cette émission parce que le temps court contre nous dans ce rendez-vous de votre émission Les Grandes Questions. Alors, M. Basselman Bazé, vous avez parlé en début d'émission de la mauvaise répartition des salaires, prenant l'exemple des ministres qui s'octroient plus de 5 millions de francs CFA, vous l'avez dit, en violation des textes, en parlant des inégalités entre Burkinabés. Il y a aussi une question peut-être qui fâche, c'est la question du fonds commun qui est réparti entre les travailleurs du ministère des Finances. On a eu l'impression quand même que le syndicat a soutenu cette question de fonds communs alors que le grand public du Burkina n'a pas compris pourquoi toutes ces inégalités entre Burkinabés. Merci bien. Vous voyez, le syndicat qui est mature, j'ai tantôt dit pour jouer son rôle de contre-pouvoir véritable, il faut avoir un minimum de niveau qui te permet d'avoir une suite dans les idées. Ouais. Sinon, je vous dis, et il faut retenir que le politicien et ceux qui nous dirigent là, c'est comme des boxeurs. Quand ils sont sur le ring, la main qui vient permanemment devant ton visage là, c'est pas cette main qui va te cogner. C'est la main qui est repliée. Donc, par conséquent, d'abord, il faut qu'on me dise que les 55 milliards là, avec preuve à l'appui que c'est juste, que c'est pas un faux chiffre. Ça, c'est le premier élément. Je viens d'indiquer que celle même qui a fait la présentation, ou ceux qui ont fait la présentation, quand nous prenons un salaire j'allais dire de 5 505 000 francs CFA. Pour un ministre. Pour un ministre. Au lieu de prendre ce que le décret recommande qui est de 1 155 000. Et j'ai dit que la différence, c'est de 4 350 000. Et quand tu prends le SMIC dans notre pays qui est 32 218 francs, si on divise, ça fait 135 personnes accumulées de façon illégale en salaire pour un individu. Est-ce que de tels personnages sont-elles habilités à aller parler de fonds communs 55 milliards? Si c'est vrai que c'est 55 milliards, qu'on nous dise la présidence, sa part à l'intérieur, c'est combien? Le premier ministère, c'est combien? La ministre elle-même qui a fait l'exposé, là, c'est combien? Et qu'ils prennent l'engagement dès cette publication de dire que, vu notre part, à partir d'aujourd'hui, nous renonçons à tout. C'est ça aussi qui est l'indicateur d'être un vrai Burkinabé intègre. Au lieu d'aller mentir, jaser, parce que l'objectif qui était visé ici, c'était de monter l'opinion nationale, comme Clément P. Sawadogo l'a dit. Il a eu à le dire, que le PNDS, c'est un programme qu'ils ont trouvé pour empêcher une minorité des Burkinabés de s'accaparer des ressources. Et je vous ai donné la référence Burkina 24, 2 décembre 2016. Ça y est sur le net. Et nous l'avons interpellé. Puisqu'il a même terminé le même propos dans le journal d'État citoyen en disant que la prochaine insurrection va opposer les travailleurs aux paysans. Mais nous l'avons interpellé pour dire qu'en tant que ministre, surtout responsable des travailleurs au sein du gouvernement, ce n'est pas responsable. Et je profite sur ce point-là féliciter le peuple burkinabé qui, véritablement, à tous les tournants décisifs de son histoire, a toujours été mature. Parce que s'il n'était pas mature, avec la façon de jeter les travailleurs en pâture, il y aurait déjà eu une question de confrontation. Et pour terminer, on dit que dans telle année, le fonds commun était à 11 milliards et qu'aujourd'hui, c'est 55 milliards. Mais déjà, quelqu'un qui a fait une bonne classe de CE2, quand on produit une opération par règle de 3, là, il sait très bien que ça varie. Mais quand tu produis une opération X égale à K fois Y, et puis X varie, il n'y a pas de raison que Y ou K ne varie pas. Absolument. Donc, sur cette base, si vous savez... Moi, ce qui me fait très mal, c'est qu'on présente certains en disant « J'ai travaillé à la BCAO, il était à tel... » Mais quel niveau vous aviez là-bas? Quand on vient, on pose de tels débats. Quand on parle de 11 milliards, ce qui a été recouvré par les agents, c'était combien? Quand on parle de 55 milliards, sur la base de cette opération, c'est repassé aussi à combien? Et à son temps, nous avons interpellé l'État en lui disant il faut éviter de diviser les travailleurs. On attrape un syndicat. L'objectif, ce que je vous dis, la lecture politique là, c'est qu'on a attrapé des syndicats en disant bon, on vous signe tel accord, mais probablement il faut que vous alliez dans tel sens. Maintenant, on signe, après on vient, on fait le cumul, c'est gros, on constate que l'objectif de division qu'on recherchait, on n'a pas pu l'atteindre, on sort, on commence à crier, ça fait 55 milliards. Vous avez vu des protocoles qui ont été signés où ils n'ont pas été capables de dire exactement pourquoi ils ne l'ont pas fait. Moi, je me rappelle à son temps, j'ai approché certains camarades syndicalistes pour leur dire qu'il ne faut plus recommencer ça. Une organisation syndicale, tu dois être clair. Vous signez un accord, les journalistes sont là pour étayer la population, éclairer, il faut le dire. Parce que même si le politique vous dit de ne pas vous... C'est un piège qui va vous rattraper demain. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, quand on vient chanter 55 milliards, qu'on nous dise la présidence c'est combien, le premier ministère c'est combien. Elle-même qui parlait dans son émolument viole le décret de décembre 2008 là. Il faut renoncer à tout ça pour qu'on soit crédible par rapport à ses propos. Monsieur Basselman Bazé, vous avez vu le gouvernement du Burkina après l'augmentation du prix du carburant a multiplié les concertations pour éviter justement le renchérissement de la vie au Burkina. Des concertations ont été menées avec les commerçants et également les transporteurs. Est-ce que vous avez foi justement que l'on pourra contenir éventuellement ce renchérissement de la vie avec cette augmentation du prix au regard des engagements qui ont été pris notamment par les transporteurs de ne pas revoir à la hausse le prix du transport au Burkina? Je respecte
tous les acteurs qui travaillent au sein du FESPACO. Mais j'ose dire que ce n'est pas pour zéro. Parlez de FESPACO? Le FESPACO, le Festival du cinéma de Ouagadougou. Ce n'est pas pour zéro que la capitale, c'est à Ouagadougou. Parce qu'on nous a fait vivre beaucoup de cinéma dans ce pays. Même la presse qui parle là. Il y a une convention de la presse qui a été signée avec les mêmes gouvernants. La convention, elle est où? Quand vous prenez par exemple l'augmentation du prix de la baguette du pain, où il y a eu des concertations entre le gouvernement et puis les boulangers pour dire que le pain à 130 francs, c'est exigé à ce qu'on retrouve ça dans les boulangeries. Aujourd'hui, allez fouiller, voir s'il y a le pain de 130 francs dans les boulangeries. Donc, ça veut dire qu'on signe des communiqués pour donner l'impression aux populations qu'on est en train d'agir, une bonne façon de préparer le pillage organisé des populations dans l'ombre. Rien, est-ce que quand quelqu'un qui vient, qui peut ne même pas faire partie de ces organisations de transporteurs qui ont été négociées, qui prend son véhicule de Ouagadougou et transporte des bagages jusqu'à Solenzo ou autre. Est-ce que Paul Kabatieba ou bien Roch-Marc Christian Kabouré est-il dans les boutiques là-bas pour vérifier, voir si les prix ont augmenté ou pas? Donc il faut qu'on arrête le théâtre. Quand on doit diriger un peuple, on doit le diriger sur la base de la vérité. Donc il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on prend des décisions pour... Ce n'est pas le cas. Moi, j'aurais pu comprendre le gouvernement, au lieu de faire des communiqués là. Quand on fait les communiqués, ça doit être appuyé par d'autres actions. Le ministère du Commerce, le syndicat qui est là-bas a exigé toujours à ce que les travailleurs soient renforcés en termes de matériel de travail pour qu'ils puissent faire conséquemment leur travail quand ils vont sortir pour faire les contrôles sur le terrain. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été servi. Ce n'est pas ce qui est servi. Vous prenez certaines régions, quand je prends le centre-nord, où les agents contrôlés ne dépassent même pas une dizaine, il n'y a pas de véhicules. Vous prenez même la région de centre, où ils ne dépassent pas une trentaine, il n'y a pas de véhicules. Ils vont contrôler quelle boutique. Donc il faut qu'on arrête le cinéma. Celui qui estime qu'il a été nommé, il est incapable. Au nom de l'éducation qu'il a reçue, il faut rendre le tablier. Nous sommes 18 millions. Moi, je n'ai pas dit que seulement basé. Ce que je fais au quotidien, c'est ma contribution pour que la nation puisse marcher. S'il y a des sacrifices, on va les consentir. Mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir au peuple. On nous dit que nous sommes le pays des hommes intègres. L'intégrité a un contenu. Il nous faut de l'humilité. Il nous faut du courage. Il nous faut la liberté. Il faut la vérité. Donc, quand toutes ces valeurs manquent à un homme, je ne vois pas quand on nous dit au niveau international qu'on est intègre, on voyage, on salue des gens, on dit pays des hommes, on est tous contents. Mais il faut te poser, faire une introspection en termes de conscience. Est-ce que tu te retrouves dans ceux qui devaient porter cette caractéristique d'intégrité? Donc, beaucoup de courage à tout le monde, surtout à la presse qui est un travail assez énorme. En tout cas, restons solidaires pour qu'on puisse améliorer nos conditions de vie. Monsieur Basselman Bazé, merci d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette émission. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour l'émission Les Grandes Questions. Basselman Bazé, secrétaire général de la CGTB, était notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de la radio de toutes les générations. On se retrouve samedi prochain. Les Grandes Questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité.